Bonjour mesdames et messieurs, quelques passages nuageux favoriseront localement de faibles pluies en début de matinée sur le littoral, le nord et l'ouest. Très vite, cette situation fera place à de belles éclaircies sur ces zones. Le reste du pays restera sous un ciel généralement nuageux. Côté température, on note le pic de 26 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké et Bandoukou, 23 à Boaké, 25 à Daloa, 24 à Dimbokro et Gagnoa, 23 à Korogo, 22 degrés à Mans, 21 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, Sassandra Tabou et à Yamoussoukro. Les éclaircies offertes dans le ciel par les nuages profiteront au soleil qui, généreusement, distribuera de sa chaleur sur l'ensemble du pays. En milieu ou en fin d'après-midi, le mélange de chaleur et d'humidité de l'air sera favorable à l'installation de la brise côtière, mais aussi au développement de cellules orageuses isolées dans le sud forestier à l'ouest et au nord. Pour les températures de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 35 à Bandoukou, 33 degrés à Boaké, 35 à Daloa, 34 à Dimbokro, Gagnoa et Korogo. La ville de Mans affiche 33 degrés, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce bulletin météo. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI et surtout n'oubliez pas de garder une distance d'1 mètre entre vous et les autres. Madame, Monsieur, bonjour. On démarre avec le point de la situation en ce qui concerne le coronavirus en Côte d'Ivoire. 32 nouveaux cas enregistrés hier mardi. On dénombre 8 guéris et un nouveau décès. Les détails du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 5 mai 2020 32 nouveaux cas de Covid-19 sur 170 échantillons prélevés, soit 19% de cas positifs, 8 guéris et 1 décès. Nous avons noté la nuit dernière le décès d'un patient de 80 ans souffrant de cardiopathie au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1464 cas confirmés, dont 701 personnes guéries, 18 décès et 745 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 5 mai 2020 est de 11 448. Depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Aussi, j'insiste sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de rappeler que les personnes fragiles et souffrant de maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cardiopathie, doivent rester confinées et limiter leurs déplacements au strict nécessaire afin de se protéger contre cette pandémie. Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage.
Le port de masque recommandé et même obligatoire pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. 22 millions de masques de protection seront distribués dès aujourd'hui à Abidjan et banlieue. Le lancement de l'opération a eu lieu hier en présence du ministre Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre. Alexis Ouetraogo. Les masques commandés par le gouvernement ivoirien sont disponibles. Ce mardi, leur distribution a été engagée lors d'une cérémonie officielle de remise symbolique aux corps ciblés. La nouvelle pharmacie de la santé publique a en stock à ce jour quelques 52 millions de masques. Pour chaque corps ciblé, les canaux de distribution sont arrêtés pour une répartition efficace. Un exemple pour les personnes, les enfants en situation de rue, vous avez le ministère de la Solidarité qui va, au travers d'organisations avec lesquelles il a l'habitude de travailler, assurer la distribution des masques au niveau de ces enfants-là. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire salue cette initiative. Les maires se réjouissent en ce jour de la disponibilité des masques, surtout leur gratuité pour nos concitoyens les plus exposés. Au nom du chef du gouvernement, le ministre d'État Ahmed Bakayoko réaffirme la volonté du gouvernement d'apporter tout le soutien nécessaire aux populations en cette période de crise sanitaire. Ce sont plus de 17 catégories de bénéficiaires, représentant une population d'environ 1 129 516 personnes. Outre le personnel de santé et des agents des forces de défense et de sécurité, il s'agit également des commerçants, des transporteurs, des dockers, des étudiants dans les cités universitaires, des personnes handicapées et des personnes en difficulté sociale, les indigents et les familles monoparentales. Journalistes, personnes en détention, adhérents MUGEFSI et CMU, police municipale, agents de mairie, gardes pénitentiaires sont aussi identifiés. Sur cette opération, quelques 22 millions de masques seront distribués sur 15 jours. Ahmed Bakayoko invite la nouvelle pharmacie de la santé publique à les mettre le plus rapidement à disposition des canaux de distribution. Il exhorte les populations à faire bon usage de ces masques. J'exhorte également les populations à s'approprier le port systématique du masque à chacune de leurs sorties et à en faire un usage correct et responsable, en ne déversant pas dans les rues les masques usagés. C'est important de le dire et d'insister. Il ne faut pas réutiliser les masques usagés. Rappelons que depuis le 9 avril dernier, le port du masque est rendu obligatoire dans le Grand Abidjan, une mesure pour renforcer la lutte contre le Covid-19. En cette période de crise sanitaire, la Banque mondiale a octroyé un prêt de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Objectif, faire face aux mesures d'urgence dans la lutte contre le Covid-19 et soutenir les ménages vulnérables. On fait le point avec Francis Boifou. Ce prêt de 21 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire porte à environ 45 milliards de nos francs le montant total dégagé par la Banque mondiale au profit de la Côte d'Ivoire en vue de faire face au Covid-19. Cet appui vise à freiner la transmission communautaire, à détecter les cas de Covid-19, à prendre en charge les patients et à renforcer le système de santé pour faire face aux défis en matière de santé publique. Outre la réponse sanitaire, ce projet va permettre aussi au gouvernement d'apporter un soutien financier aux ménages affectés par le Covid-19 ou à ceux rendus vulnérables par la maladie en utilisant les différents mécanismes de filets sociaux qui sont déjà en place. L'équipe de la Banque mondiale a donné la preuve de sa disponibilité dans l'instruction et l'approbation de ce grand soutien financier, et cela dans des délais assez court. Je voudrais saluer cet appui de la Banque mondiale qui s'inscrit directement dans le plan de riposte sanitaire et économique, sociale et humanitaire approuvé par les autorités nationales. La Banque mondiale a signé un autre accord de prêt d'environ 32 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. Ce projet à caractère régional vise à renforcer le système statistique de la Côte d'Ivoire en vue d'harmoniser, produire
diffuser et optimiser l'utilisation des statistiques économiques et sociales de base. Ici également, la durée de remboursement est de 30 ans avec un différé de 5 ans. Le ministre Adama Coulibaly invite le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que le ministère du Plan et du Développement à tout mettre en œuvre pour accélérer les décaissements dès la mise en vigueur des projets. Dans le reste de l'actualité, un globe-trotteur asiatique bloqué en Guinée avec son vélo. Cela faisait 2 ans que Raymond Lee faisait le tour du monde à vélo. Quand la pandémie de nouveau coronavirus, parti de son Asie d'origine, l'a rattrapé en Afrique et qu'il s'est retrouvé coincé en Guinée. Lui, l'Asiatique, abusivement assimilé à la provenance du virus, aura fait pour la première fois l'expérience de la xénophobie. Piégé dans la capitale Conakry, comme tant d'autres voyageurs ailleurs, Raymond Lee raconte que 7 ou 8 hôtels ont refusé de l'accueillir. La Guinée a fermé ses frontières, il faut le rappeler, après l'officialisation du premier cas de contamination la 2e semaine de mars. Le Japon utilise les hôtels pour accueillir les personnes atteintes du coronavirus, mais pour ce faire, il a fait disparaître une partie de son personnel humain au profit des machines afin d'alléger la charge des soignants. Dans plusieurs établissements situés à Tokyo, les robots sont chargés d'accueillir les patients ou de nettoyer les zones à risque. Lui aussi équipé d'un masque de protection, le robot Piper s'occupe ainsi de l'accueil et du rappel des recommandations élémentaires. Les patients doivent lui transmettre l'évolution de leur état de santé sur leur téléphone portable. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco. Bonjour Marco. Bonjour à vous, très cher Régis. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie pour cet autre rendez-vous de la matinale sur RTI 1 en direct et en intégralité. Vous le savez, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Alors, Matin Bonheur aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi. Ça articule autour du thème du volet du triptyque famille, éducation, pédagogie. Et pour cela, nous avons le grand plaisir de recevoir l'un des coachs que j'affectionne. Il s'appelle Serge Taïgba. Il viendra nous parler de notre riposte. Quelle est votre riposte? Quelle est notre riposte personnelle? C'est vrai qu'il y a les gestes barrières, il y a tout ce qu'on dit ça et là par rapport aux précautions à prendre. Mais vous-même, qu'est-ce que vous faites personnellement? Quelle est la discipline que vous vous êtes imposée afin de lutter contre le coronavirus? Ce sera la quintessence de notre rencontre avec Serge Taïgba. Sinon aujourd'hui, ça va bien. J'espère que ça va bien chez vous. Christelle Akoussa vous salue. Elle me charge de vous dire qu'elle est très heureuse de réaliser cette émission en compagnie de toutes ces personnes magnifiques qui l'accompagnent et puis aussi soutien à toutes les sœurs et à tous les frères de confession musulmane qui petit à petit sont en train de traverser les jours du jeûne annuel. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale du coloriage. Oui, ça a l'air de rien comme ça quand on dit journée internationale du coloriage et pourtant, nous sommes tous passés par là. Regardez ce geste-là, nous l'avons fait parce que colorier, c'est les bribes, c'est les débuts de l'instruction. C'est comme ça qu'on apprend à être en contact avec la nature, à être habile, à être agile. C'est grâce au coloriage qu'on arrive à connaître les couleurs, le monde qui nous entoure, sa magnificence, sa beauté. C'est très important pour la pédagogie. Je profite de l'occasion pour saluer toutes ces femmes et tous ces hommes du milieu éducatif, surtout en maternelle, qui abattent un travail colossal, formidable dans tous les pays du monde entier, notamment en Côte d'Ivoire, avec très peu de moyens. Ils font des miracles lorsqu'on leur confie nos enfants. Et puis aujourd'hui, c'est la journée internationale sans régime, créée en 1992 par la féministe anglaise Mary Evans Young pour interpeller sur les problèmes de surpoids et de minceur. Elle a lieu tous les 6 mai. Son symbole est un ruban bleu clair. Cette journée, qui ne signifie pas une mise à l'écart des régimes de diète, tient à démontrer les dangers et la fragilité de ceux-ci, tout en promouvant une règle de vie harmonieuse. Voilà, c'est comme ça, mesdames et messieurs. Matin Bonheur, vous y êtes, vous êtes très bien installés. J'espère que vous avez vos calepins, parce que la particularité de cette émission, c'est que tout est intéressant. La preuve. Bonjour, bonjour, je vous à la maison, Kodiabaté pour vous servir. Aujourd'hui, c'est mercredi. Qui dit mercredi parle de fitness jeunesse. Ok? Aujourd'hui, nous allons faire un exercice, c'est-à-dire renforcement au sol. Ok? Mais on va être couché sur le ventre. On fait ces exercices-là. Là, dans cette posture, vous réalisez les exercices de renforcement. Ok? Voilà. Et avant de passer à ces exercices-là, nous allons commencer d'abord l'étirement.
va rester assis sur les talons. Grandir les mains. Entrelacer les doigts. Tirer. Relâcher. Poser les mains, genoux. Tomber. Rester. Et vite. Posez la main là. Sortez. D'un côté. Regardez droit devant. Regarde. Change. Ok. La main. Le prochain mouvement, il est simple. Entrelace les doigts et il reste là. Échange. Pause, récupère. Ok. On va alterner ce mouvement-là. On le fera de part et d'autre. Et pause. Toujours, lorsque vous réalisez ces exercices-là, il faut serrer fessiers, contracter abdos. Pour ne pas que la ceinture prenne un coup. Ok? Ok. Ça peut aller. On va repartir avec les pompes. C'est pas bien les jambes. Serre fessiers, contracte abdos. Allez. Bouge là. Bouge là. On ne monte pas trop, hein? Ok? Comme un magouillard. Bouge. 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 Et pause. Ok. C'est du jeu, hein? C'est un amusement. Ok? Pardon. Félicitations à vous. C'était parfait la séance. Ok. Donc, à la séance prochaine, mercredi prochain, pour d'autres séances 5 cours. Oui, pour d'autres séances, ce sera avec beaucoup de plaisir. Coach Diabaté, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mercredi 6 mai 2020. On célèbre toutes les personnes qui se prénomment Prudence. Jamais ce nom-là n'a été d'actualité par rapport à ce que nous vivons en ce moment. On a besoin de
Prudence au sens propre comme au sens figuré. Prudence pour se laver les mains, prudence pour respecter les gestes barrières de façon globale. Et puis prudence également pour anticiper ce qui va se passer après. Parce qu'après le Covid-19, parce que par la grâce de Dieu, il y aura un après, il faut savoir un peu comment faire, se calmer à la reprise pour faire les bons choix. Mesdames et messieurs, Matémoneur s'articule autour de choses effectivement appétissantes. Il y a bien sûr le sport avec la gym, avec notre coach. Et aussi, il y a la presse, la lecture des journaux. C'est son affaire tous les jours, du lundi au vendredi, sauf s'il y a un jour férié. Renaud Koubia-Nguessan. Il est 6h48 du côté de la Riviera 2 et la revue de presse commence maintenant. Lutte contre le Covid-19, le dépistage a débuté à Koumassi. Bonjour très cher Renaud. Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui, officiellement ouvert depuis le lundi 4 mai 2020, le centre d'accueil et de dépistage de la commune de Koumassi a démarré ses activités selon l'Inter. Le confrère qui s'est rendu sur place révèle comment s'y fait la prise en charge. Et pour donner l'exemple, l'Inter indique que Cissé Bakongo, son premier magistrat, a demandé à tous les agents de la mairie de Koumassi de se faire dépister. Toujours lutte contre le coronavirus, le gouvernement tient ses engagements. En effet, chose promise, chose due. Annoncé il y a quelques semaines de cela, la distribution des masques démarre aujourd'hui, selon Fraternité Matin, pour permettre à toutes les populations de bénéficier de cette opération. Après le premier lot de 26 millions de masques reçus il y a peu, les autorités ivoiriennes ont réceptionné hier un deuxième lot de 25 millions de masques de protection. D'accord. Et vous avez, Fratmat nous explique un peu comment va se faire cette distribution-là, cette fameuse distribution? Oui, dans un premier temps, il y a des populations qui ont été ciblées, parmi lesquelles notamment les forces de l'ordre, les transporteurs et puis aussi les agents des mairies et plein d'autres encore. Ok. Alors, l'un des plus gros défis de la lutte contre le coronavirus sur le continent, c'est celui de la sensibilisation, on ne le dira jamais assez. Effectivement, et pour résoudre cette question, des médias et des agences de communication se mobilisent pour rendre accessible l'information sur la pandémie en Afrique et aussi dans sa diaspora. Selon l'intelligent d'Abidjan qui cite ces acteurs des masses médias, il est plus que jamais impérieux de prendre à bras le corps la question de l'accès des populations à l'information si on veut réduire l'impact de la pandémie sur le continent. Et puis, le Premier ministre donne de ses nouvelles. Oui, Amadou Gon Coulibaly rassure les Ivoiriens. C'est ce que barre à sa une l'expression. Selon le confrère, le chef du gouvernement a révélé sur sa page Facebook hier qu'à l'issue d'un examen qu'il a effectué dans le cadre de son contrôle médical, son médecin traitant lui a prescrit un suivi et quelques semaines de repos en France. Plus de précision dans l'expression. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire secoué par une crise interne. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin avec cette une. Que se passe-t-il au juste au PDCI? À en croire le confrère, c'est la confusion totale avant la convention du parti qui doit désigner son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Face à cette situation, Le Matin se demande si le plus vieux parti de Côte d'Ivoire peut échapper à l'implosion et souligne que les bédéistes furieux montent à la charge. Oui, il faut informer aussi, c'est vrai que ça c'est une information peut-être qui n'est pas bonne pour le PDCI, mais il y a une bonne nouvelle aussi au PDCI, c'est l'anniversaire du président Bédié qui a eu 1 an de plus. Hein. Ça, il faut aussi le souligner. Voilà. Ça, c'était hier. C'était hier, c'est important à savoir également. Oui. Il dit qu'il y a aussi la joie là-bas, hein. Ça fait partie. Alors, du nouveau dans l'affaire Soro-Guillaume. Oui, 14 militaires et 5 civils ont été arrêtés dans le cadre du procès pour atteinte et complot contre l'autorité de l'État engagé contre l'ex-président de l'Assemblée nationale. L'information a été livrée hier par le procureur de la République, selon Ado Richard, dont les propos sont relayés par le Jou Plus. Tous ceux qui ont été cités dans cette affaire seront poursuivis. D'accord. Vous nous proposez une devinette pour refermer cette revue de presse, mon très cher Renaud? Tout à fait. Savez-vous quel est le mot le plus long de la langue française? Vous me posez la question? Oui. Normalement, je pense que c'était anti-constitutionnellement, mais j'ai eu dit il y a quelque temps qu'il y aurait des nouveaux mots. Vous êtes dans le vrai parce que anticonstitutionnellement, ça c'était avant. Désormais, le mot le plus long de la langue française, c'est celui-là qui s'affiche à l'écran, c'est intergouvernementalisation. Ce mot est constitué de 27 lettres, soit 2 de plus que son prédécesseur que vous avez évoqué tout à l'heure. Et ce mot kilométrique signifie, vous savez quoi? Non. Une mise en œuvre commune à plusieurs gouvernements. Eh oui, intergouvernementalisation. Avec S à la fin. Au pluriel, hein, avec oui. S à la fin.
Merci beaucoup. On va dormir moins bête grâce à vous, Renaud. Bien évidemment. Merci infiniment d'être passé pour égrener avec vous ce chapelet de toutes ces manchettes de la presse. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'accueillir M. Serge Taïba. Il est consultant, il est coach, il est passionné de vérité, de choses pratiques, de pédagogie, de sensibilisation. C'est un pur bonheur de l'avoir. Serge, bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Ça va très bien. Heureux un plaisir de vous d'être là. retrouver. Merci. Oui, merci. aujourd'hui, nous allons parler de riposte personnelle face à la crise. Moi, je vois déjà comment développer votre riposte personnelle. Moi, je vois déjà dedans des mots-clés: développer, personnel, riposte et crise. On va définir ces termes-là et puis bon, on va essayer de s'articuler autour de ça pour construire notre conversation. Mais avant, on a le jingle. Alors Serge, comment développer votre riposte personnelle face à la crise? Et si on se faisait une petite analyse déjà du thème, c'est très intéressant ça. Oui, c'est vrai que c'est un thème qui est très populaire en ce moment, hein, le mot riposte qui a été emprunté à l'italien. C'est pas un peu violent, riposte? Riposte, en fait, justement, c'est ce que je veux définir parce que c'est pas violent, parce que c'est ce qu'il faut en pareille situation. On parle de riposte parce qu'il y a une attaque. C'est un thème qui est très souvent utilisé dans le domaine militaire. Quand on est attaqué, ben, on est amené à réagir, on est amené à apporter une réponse, parce que riposte veut dire réponse, c'est la vraie définition. Donc c'est la réponse qu'on apporte quand on est face à une crise. Et je pense que là, on est attaqué, on est sérieusement attaqué, tous les États sont attaqués. Au niveau personnel, les gens sont attaqués, il nous faut réagir, il nous faut répondre, mais comment? Donc c'est de ça qu'on va parler. Donc vous êtes tout à fait d'avis avec le président français qui disait il y a peu que nous sommes en guerre? En quelque sorte, oui. Pourquoi en quelque sorte? Pourquoi pas totalement? J'avoue que personnellement, je n'aime pas trop le thème guerre, parce que mais moi, si vous ça aimez fait riposte, partie, il faut aimer guerre. Hein? ça fait partie du jeu de la vie, parce que quand on dit guerre, ben, les gens ils ont tendance à négativer, à stresser, alors que moi, c'est un jeu dans lequel il faut s'engager. Et tout ça fait partie du jeu, il faut être joueur. Il faut faire avec la crise. Les crises, il y en a, il y en aura, il y en a eu. Donc, il faut faire avec, il faut jouer. Donc, moi, je suis plutôt dans la logique du jeu, plutôt que dans la logique de guerre. Donc, on se rejoint quelque part, mais je préfère d'autres thèmes. Alors, que voulez-vous dire par plan de riposte personnelle, mon très cher Serge? Alors, plan de riposte personnelle, simplement, c'est aujourd'hui, vous avez remarqué que la plupart des États ont mis en place des plans de riposte. Et ça, c'est vraiment ce qui concerne les dirigeants, parce que justement, c'est leur responsabilité quand il y a de telles situations, de telles crises, que de prendre des mesures pour pouvoir gérer la crise et puis en sortir. Alors, il se trouve qu'il y a ce qu'on appelle le politiquement correct, c'est-à-dire on dit des choses pour faire plaisir aux gens. Mais une chose est sûre, les gouvernants, les dirigeants ne pourront pas tout faire. Et si on attend tout des dirigeants, on attend tout des gouvernants, on pourrait être frustré. Parce que déjà, en termes de mesures, ils ne pourront pas couvrir tous les défis qui vont apporter la crise. Et même dans les mesures qu'ils vont prendre, ils ne pourront même pas assumer tout. Donc, comme j'ai dit, il y a le politiquement correct, il y a ce qu'on dit pour faire plaisir aux gens, mais il y a la réalité. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut avoir la force de dire des choses pour faire plaisir aux gens? Pour faire plaisir, je pense que parfois, on a besoin d'être apaisé, on a besoin d'être réconforté. Donc, il y a des choses justement qui nous donnent de l'espoir. Et c'est bien d'avoir de l'espoir. C'est bien de donner de l'espoir aux gens. Est-ce que ce n'est pas jouer sur la psychologie des gens d'une certaine manière? Oui, dans un certain sens, mais... Parce que quand on dit à des gens, on va prendre soin de vous, on va faire en sorte que cette crise passe, parce qu'il y a d'autres crises qui sont arrivées ici, qui ne sont pas passées ici, et que par derrière, on a des choses qui se passent, comme par exemple ce qui s'est passé à l'INJS. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, moi, je pense que c'est une façon de voir. Je pense qu'en le disant, les dirigeants, ce n'est pas forcément de mauvaises intentions qu'ils le disent. C'est vraiment l'expression de leur intention, de leur volonté, de leur engagement à faire face à la crise. Mais en fait, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, une chose est de dire, oui, on veut vous aider, mais dans la réalité, ils ne peuvent pas tout faire. Donc, comme je dis, si vous le prenez en disant que c'est une manière de jouer avec, comme on dit chez nous, c'est une manière de jouer avec l'esprit des gens. D'une certaine manière. C'est une manière de voir. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois en termes de... Ils sont engagés à le faire, mais dans la réalité, ils ne peuvent pas tout faire. C'est un fait aussi. Mais pourquoi ne pas dire ça, ce que vous dites là? Comme je dis, pourquoi ne pas tenir le langage de vérité la vérité qui va toujours rester, dire les choses? Oui, on ne peut pas tout faire. On pourrait parler d'optimisme, peut-être parce qu'ils sont optimistes, peut-être parce qu'ils développent un plan dont ils n'ont pas forcément tous les moyens, ils espèrent que les moyens vont se présenter. Justement, dans ce genre de situation, optimisme, pragmatisme, réalisme ou bien utopie?
Je pense que c'est assez délicat comme situation. Là, c'est la Monsieur Taïba, pas de langue de bois sur ce plateau, pas de diplomatie sur ce plateau. Bien sûr qu'il faut dire la vérité aux gens. Ici, on débat des faits, pas de langue de bois. Bien sûr qu'il faut dire la vérité aux gens, mais je pense que, vous savez, il y a ce qu'une personne dit et ce que vous comprenez. Donc, moi, je peux dire une chose, je suis responsable de ce que j'ai dit, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Donc, je pense qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Quand les dirigeants parlent, ils disent ce qu'ils ont l'intention de faire, ils parlent de leur plan, mais ce que vous comprenez, ben, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous décidez ou de choisissez de comprendre dans ce qu'ils ont dit. Okay. Ce que vous décidez de dire aussi sur ce plateau, ça dépend de vous. Alors, parfois, on a des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on avait besoin d'attendre qu'il y ait une maladie pour bien se laver les mains, pour être attentionné par rapport à certains gestes barrières? Est-ce que franchement, cette crise-là n'est pas venue nous ramener à nos fondamentaux? Est-ce que ce n'est pas des choses à intégrer aussi dans notre plan de riposte? Se réconcilier avec soi-même, avec ses manières de faire? Bien que je crois que ce n'est pas forcément le moment d'aborder ce genre de sujet, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire la remontrance aux gens. Non, ce n'est pas forcément le bon moment. Mais je pense qu'en quelque sorte, cette crise vient pour nous donner des leçons. Parce que ce qu'on a aujourd'hui comme challenge, sanitaire, justement a été causé par bien des écarts qu'on a eus par le passé. Et comme vous le dites, ça vient aussi pour nous faire prendre conscience de certains fondamentaux de la vie. Laver les mains, ça devrait être quelque chose de naturel et de régulier chez nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Et comme vous l'avez dit, souvent la vie nous envoie des épreuves pour nous ramener à l'essentiel, pour nous faire prendre conscience de certaines vérités, de certains fondamentaux qu'on avait négligés. Donc oui, en quelque sorte, cette crise vient pour nous remettre sur les rails de certaines valeurs. Justement, parlons de rails. Comment emprunter ces rails-là quand on est une famille, quand on est une personne, par rapport à une riposte personnelle? Comment on peut s'organiser ou, je dirais, s'auto-organiser? Oui, justement, c'est ça le plan de riposte personnelle. Et justement, comment je parle de riposte personnelle, il y a deux axes à travers lesquels vous allez devoir riposter. Il y a l'axe que j'appelle l'axe psychologique. Donc, il y a la riposte psychologique que vous apportez face à la crise et il y a ce que j'appelle la riposte stratégique. La riposte psychologique, c'est simplement votre état d'esprit quand vous êtes face à une telle situation. Il y a tout simplement ce que j'appelle la perception juste. Vous savez, quand il y a des situations qui viennent dans la vie, vous devez travailler à avoir la bonne perception de la situation. Ce que j'appelle la bonne perception, c'est voir la chose telle qu'elle est. Pas plus, pas moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une crise sanitaire, justement, unique, sans précédent, qu'on n'a pas connue dans notre génération. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué pour beaucoup de gens, c'est compliqué pour tout le monde aujourd'hui. Personne n'était préparé à gérer ça. Personne n'a vu ça venir. Même les grands États, les plus puissants aujourd'hui disent qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Donc c'est un fait, personne n'est préparé à ça. Maintenant, est-ce que parce qu'on n'était pas préparé à faire face à une telle crise, est-ce que ça veut dire qu'on doit désespérer? Est-ce que ça veut dire qu'on doit crier à la catastrophe ou à l'apocalypse? Je pense que non. Parce que si on regarde en arrière dans l'histoire, l'humanité a connu des crises beaucoup plus graves que ça. Et justement, cette rétrospective-là doit pouvoir nous aider à avoir la bonne perception. Il y a des crises qui ont fait plus de morts que ce qu'on est en train de connaître. Bien sûr, on n'est pas encore sorti de celle-là, mais il y a eu plus grave que ça. L'humanité s'en est sortie. Donc, quand on commence à apprécier les choses sous cet angle, on comprend simplement que ce n'est pas nouveau en réalité. Même si nous, en tant qu'individus, on ne l'a pas connu, mais l'humanité l'a connu. Et ça nous permet d'avoir une perception juste de la situation et de se dire, oui, c'est une crise, elle est difficile, mais on peut s'en sortir. De l'autre côté, la perception juste aussi implique de ne pas minimiser la crise. Parce que ça aussi, ça peut être une erreur que de vouloir banaliser, justement, c'est ce qu'on voit dans les comportements. Alors, mais quelle est la limite alors? Parce que quand on vous écoute, tantôt vous nous parlez d'optimisme, de pragmatisme, de réalisme, tantôt vous nous parlez de ne pas minimiser. Alors, comment on fait finalement? Quelle est la dose idéale? Oui, c'est justement la notion de justesse ici. Par exemple, là, vous avez une belle tasse de café. Quand vous prenez votre café le matin, vous prenez ça avec de l'eau chaude. Mais vous assurez soit vous mettez de l'eau un peu plus fraîche pour, on va dire, équilibrer la température du café. Encore faut-il avoir de l'eau à la maison. Bien sûr. Ouais, en fait, je dis ça parce qu'il y a des déterminants qu'on ne maîtrise pas. Malgré le... En ce moment-là, vous allez laisser le café se refroidir, par exemple. Vous pouvez laisser 2 minutes, 1 minute. Il faut avoir l'eau déjà. Ah, de l'eau pour pouvoir faire le café. Il faut qu'on ait de l'eau déjà. Vous voyez? Parce que même aux noces de Cana, en guillemets, il y avait de l'eau, au moins avant les miracles. Il faut de l'eau. Vous savez, donc il y a des choses basiques qu'on n'avait pas peut-être dans certaines régions
et qui sont multipliées, aggravées par cette situation. Ce sont des choses à prendre en compte dans notre plan de riposte personnelle. Absolument. Non? Absolument. Justement, j'en viens parce que là, je suis au volet psychologique, c'est-à-dire comment on aborde cette situation. Bien sûr, pour quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui est vraiment dans sa psychologie, pour parler de volet psychologique, c'est dedans, parce qu'il ne sait pas s'il aura de l'eau le matin, parce que le service d'eau peut-être se coupe chaque moment, s'il aura de l'électricité, s'il aura de l'argent, s'il aura accès à... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Toutes ces réalités que vous décrivez font partie du passé de cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas eu l'habitude d'avoir de l'eau, c'est une personne qui n'a pas eu l'habitude d'avoir le minimum, on va dire, vital. Absolument. Okay? Ce que la personne peut avoir dans 5 minutes, 10 minutes, est fortement déterminé par son attitude du moment. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que si on vit dans le passé en se disant « je n'ai jamais eu de l'eau, je n'ai jamais eu d'argent, je n'ai jamais eu à manger, je n'ai jamais eu ceci, je n'ai jamais eu un toit confortable et tout », si on reste dans ce passé, on risque de le répéter. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Parce que beaucoup de gens, en fait, sont dans ce qu'on appelle les plaintes. C'est-à-dire, OK, ça ne marche pas. Ce n'est pas le passé, c'est des choses criantes du quotidien, oui, du présent, mais justement, du flagrant, même s'il y a présent. Une minute que ça s'est passé, c'est le passé. Du flagrant présent. Et c'est continu parce que des fois, les perspectives ne sont pas bonnes parce qu'il y a un souci dans la zone, il y a l'eau qui vient difficilement, il y a l'eau qui monte difficilement. On a parlé de l'eau, ça peut être quelque chose d'autre, ça peut être d'autres acteurs, d'autres déterminants, comme je dis, non maîtrisables ou non, qu'on ne peut pas toujours apprivoiser. Je suis totalement d'accord qu'il y a des situations assez complexes. Et ça, on le réalise tous pour nous. Donc, quand c'est comme ça, quand on n'a pas le basique, là, comment riposter personnellement face à la crise? Quand on n'a pas le basique. Encore une fois, il faut avoir une bonne perception. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Parce que vous avez le choix. Soit susciter la compassion des gens ou alors susciter de la passion chez les gens. C'est quoi la différence? La différence, c'est que si vous suscitez de la compassion, les gens auront pitié de vous. Certains, par hasard, pourront vous venir en aide. D'autres, non. Vous savez ce que je veux dire? Moi, ce que j'essaie d'apporter dans ma mission, dans ce que je fais, dans mes livres, dans mes conférences, que j'essaie d'apporter aux gens, ce n'est pas juste de la compassion. C'est leur apporter ce qu'ils ont besoin d'avoir comme équipement, comme état d'esprit. Pas confondre compassion et réalisme aussi. Parce qu'être réaliste, ce n'est pas attirer de la compassion aux gens, c'est dire ce qui est. Alors, je suis bien placé pour en parler parce que je suis né dans une famille où, excusez-moi, mais je suis obligé de le dire pour qu'on ne pense pas que je suis déconnecté de la réalité. Je suis né dans une famille où il n'y avait pas d'eau courante, en plein Abidjan. Je suis né dans une famille où il n'y avait pas de télé. J'ai dormi sur une natte pendant de nombreuses années. D'accord? C'était une situation, c'était un fait. OK? J'étais face à ça. À un moment donné, ça ne me plaisait pas, comme ça ne plaît à personne, d'être dans une situation qui n'est pas plaisante. C'était une situation réelle? C'était une situation réelle. J'avais le choix. Voilà. Bien sûr, j'ai aussi suscité de la compassion, j'ai pleuré, j'ai demandé de l'aide. Mais j'avais le choix entre continuer à pleurer ou me dire comment je fais pour sortir de là. Et donc, en ce moment, voilà pourquoi j'ai dit ça fait partie du passé de la personne. Si la personne veut une réalité différente, c'est quelle attitude elle adopte dans l'instant présent là pour pouvoir créer un futur différent. C'est là que le plan de riposte commence. C'est là que le plan de riposte commence. Donc, si je reste dans la plainte, je reste dans le passé, je ne fais rien, je subis la situation. Si je veux que la situation change, c'est à moi de me demander de quoi est-ce que j'ai besoin. J'ai posté une image hier sur les réseaux sociaux où j'ai montré un mur, OK, et il y avait 3 personnes. Et elles étaient elles ont utilisé 3 moyens différents. Une personne a utilisé une petite échelle, une autre a utilisé une échelle un peu plus grande et l'autre a une plus grande échelle. Alors, ils étaient tous face au même mur, mais il y a un qui était au-dessus du mur et les autres étaient encore en bas. Alors, quelle était la différence entre eux? Ils n'ont pas eu les mêmes moyens pour pouvoir surmonter ce mur-là. Donc, c'est la même chose dans la vie. Ça veut dire que les défis qu'on rencontre, en fait, sont les mêmes défis pour tout le monde. Chacun a son niveau de défi. Maintenant, quels sont les moyens auxquels vous avez recours? Chacun a son niveau de défi, sont les mêmes défis pour tout le monde, je ne comprends pas. Alors, je vais dire, chacun a son niveau des défis. Tout le monde, même le président a ses défis. Oui. Les milliardaires que vous connaissez ont les défis. Que les défis sont les mêmes pour tout le monde? Alors, je veux dire simplement que chacun à son niveau a des défis en particulier. Voilà. Il y a des nuances. Ne pensons pas que parce que quelqu'un il est milliardaire, par exemple là, je connais un milliardaire que j'affectionne beaucoup, qui est en train de connaître de grosses difficultés, où il a dû mettre une de ses îles, enfin une île qu'il avait achetée en garantie pour pouvoir sauver ses entreprises. Ça, c'est un défi pour lui. Alors, lui, il n'a pas peut-être les challenges que nous, on a à manger, mais ça, c'est un gros défi parce que eux, quand ils ont des crises... Il a au moins le basique. Il a au moins le basique, mais eux, quand ils ont des crises, ils peuvent se retrouver avec des dettes de plusieurs milliards. C'est aussi leur défi. Donc, tout le monde a des défis. Ça, il faut le réaliser. Ne pensons pas que parce que les gens ont des milliards, parce qu'ils sont cités dans les grands magazines, ils sont à la télé, ils ont de l'argent.
Tout le monde a des défis. Mais comment chacun réagit face à ces défis? Comme on le dit, c'est bien de pleurer dans une grosse cylindrée qu'à vélo, soit dit en passant. Alors, coach, peut-on mettre en place un plan de riposte personnelle quand on a tout perdu dans la crise? Par exemple, celui qui a perdu son emploi, ses opportunités, son entreprise est fermée, avec bien sûr ce corollaire de défaitisme, de personnes découragées. Voilà, comment on fait? Alors, encore une fois, le déclic vient d'où? Tout est possible. Tant qu'on est vivant, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Alors, j'aime particulièrement l'histoire d'un auteur qui a été victime de la comment on appelle, ce qu'on mettait dans les camps de concentration. Du nazisme. Voilà, le nazisme, je sais, il s'appelle Viktor Frankl, qui a un livre qui a impacté le monde entier. Alors, les chambres à gaz. Voilà, et donc lui, il était dans ces camps-là, ok? Et ce qui se passait, c'est que, vous savez un peu l'histoire, hein, on les maltraitait sérieusement. Et parfois, on leur donnait, la nourriture qu'on leur donnait souvent, c'était de l'eau, pratiquement de l'eau sale, où il y avait une tête de poisson. Et parmi eux, justement, ils étaient nombreux à vivre la même situation. Beaucoup en mouraient, presque tous les jours, des gens mouraient. Mais quand il sort de là, il raconte son histoire. Et ce qu'il dit, c'est que quand il était face à cette situation difficile, l'une des choses qu'il faisait, c'était que pendant qu'il était en train de voir l'eau sale, là, c'est sa perception qui travaillait. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas ça comme l'eau sale, il voyait ça comme quelque chose d'autre, en fait. Comme du caviar. Comme du caviar. Donc, tout se jouait dans sa tête. Absolument. Il savait une chose, il savait clairement que ce n'était pas les situations à l'extérieur qui pouvaient le détruire, mais c'était comment lui, il réagissait face à ces situations. Et ça, c'est déterminant. Et donc, encore une fois, je peux vous raconter plein d'histoires comme ça. Alors, j'ai aussi des expériences personnelles dans ce sens. Je connais des gens qui l'ont vécu. Même ici, j'ai des amis qui ont vécu des situations extrêmes, partout. Donc, il y en a comme ça des histoires pareilles. Donc, tout dépend de comment on réagit. Donc, dans la même situation que Victor a surmonté, certains sont morts. Donc, tout dépend de comment chacun se dispose au niveau psychologique. Donc, comme je dis, la riposte, elle est d'abord psychologique. Comment je perçois la situation. Il faut que j'ai une perception juste. Il ne faut pas que je la minimise, il ne faut pas aussi que je la surestime. Quel est l'effort qu'on fait sur soi pour avoir cette perception-là? Parce que quand vous entendez parler, ça a l'air facile, c'est normal, vous êtes un coach, vous êtes un motivateur, mais il y a un déclic. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Il y a un déclic qu'il faut avoir pour avoir. C'est parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui est englué dans des difficultés d'avoir une perception du jour au lendemain, de dire OK, ma galère, j'imagine que je suis à Monaco, je suis en plein. Oui, il y a un déclic qu'il faut avoir. Là, je ne parle pas juste de pensée positive. Hein. Ça, il faut être clair. Mais moi, je parle non plus de pensée, mais je parle de déclic. Ce déclic-là, comment on fait pour l'avoir? Justement, ce que je suis en train de dire peut donner le déclic à quelqu'un. Peut-être que là, en ce moment, quelqu'un à l'écran a eu le déclic. Donc, le déclic va venir simplement de la compréhension nouvelle qu'on a de la vie. Est-ce que vous voyez? Parce que si on a été conditionné à croire que... quelqu'un disait quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, notre problème dans la vie est que nous croyons que nous ne sommes pas censés avoir des problèmes. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas censés avoir des problèmes. C'est-à-dire que pour eux, la vie n'est pas censée leur donner des coups. La vie donne des coups à tout le monde. Et si je pense que la vie n'est pas censée me donner des coups, c'est clair que si la vie me donne un coup, je vais m'alarmer, je vais commencer à paniquer. Donc, le fait de savoir juste que ça peut arriver, je ne le souhaite pas, je ne fais rien pour attirer les problèmes, mais ça peut arriver. Et quand ça arrive, je fais face, je riposte, je réagis face à la situation. Et la réaction, c'est ça qui est en mon pouvoir. Je me mets en condition, pas de banalisation du problème, mais en condition d'appréhender le problème et d'avoir une perception, d'avoir quelque chose dans ma tête qui permet de minimiser ça. Et ça me permettra de mieux surmonter le problème. Absolument. J'ai été un bon élève là? Très bon. Très bon. Très bon Alors, élève. Et vous, très chers téléspectateurs, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est vrai qu'on dit beaucoup de choses par rapport aux gestes barrières, par rapport au Covid. Il y a des informations, il y a les réseaux sociaux. Vraiment, notre civilisation n'est pas gâtée en certains points pour décourager. Mais par contre, il faut avoir une riposte. Comment vous faites chez vous? Notre reporter Manuel Bonzo s'est rendu sur le terrain afin de prendre vos avis. Voici ce que ça donne. Personnellement, je n'ai pas mis de stratégie en place, je n'ai pas mis de planning en place pour pouvoir lutter contre le coronavirus de manière personnelle. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie quand même de me conformer aux mesures que le gouvernement nous a ordonnées de suivre. Je me lave les mains partout là où je rentre. J'essaie quand même si je n'ai pas assez de moyens, mais j'essaie au moins quand même de porter
mes t-shirts, bien mes chemises au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire une fois sur les 2 jours. Donc j'essaie quand même d'être propre un peu à mon niveau en me conformant aux dires du gouvernement. Bon, un plan personnel, c'est peut-être trop dire, mais j'adopte déjà les signes que les autorités ont recommandés. Mais en plus de cela, bon, moi je me dis que les choses comme l'alcool, ça peut fragiliser un peu mon organisme. Vu que je ne suis pas aussi jeune, donc j'évite au maximum l'alcool. Bon, j'essaie de manger des trucs un peu pas trop gras, pas tout ce qui alourdit quoi. Et je suis partisan d'un peu de la médecine naturelle. Justement, le plan personnel qu'il y a, c'est les mesures barrières, bavettes, mesures d'hygiène, distanciation. Mais en matière de pathologie infectieuse, le plan personnel ne compte pas beaucoup. C'est le plan de communauté parce que c'est des maladies qui se communiquent entre personnes. Donc ça doit être un plan de société, un plan de vie communautaire qui doit être fait par la société parce que si vous avez un plan personnel que les autres n'ont pas de plan personnel ou ne sont pas immunisés, vous avez des risques d'attraper la maladie. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ce monsieur-là. Parce qu'on a beau s'apprêter, on a beau avoir son plan de riposte, et puis vous allez dans des quartiers où les gens ne respectent rien. Tout le monde est proche, il n'y a aucune notion de distanciation sociale qui est de mise. Vous imaginez, vous vous demandez parfois si vous êtes dans le même pays. Et ça, c'est pas... C'est vrai que le coach parlait tout à l'heure de plan psychologique. Heureusement qu'il a parlé de plan stratégique. Là, maintenant, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, vous voyez que ça rejoint ce que je disais. Absolument. Ça rejoint ce que je disais. Quand on parle maintenant de plan stratégique, qu'est-ce que ça donne, coach? Alors, justement, après avoir travaillé sur la psychologie, il faut travailler sur la stratégie. Et ce que vous dites, effectivement, ça fait partie des stratégies. Ce n'est pas parce que, vous savez, vous avez le choix. Soit vous faites partie du problème, soit vous faites partie de la solution. Alors, les gens, justement, qui négligent, qui banalisent les mesures barrières, d'hygiène et tout, ils ont choisi de faire partie du problème, ils ont choisi d'être des canaux de transmission. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il ne s'agit pas juste d'eux, mais de la vie des autres. Mais hélas, ils font partie de votre environnement. Ils font partie de votre environnement. Ils mettent à mal votre plan de riposte. Mais ça ne va pas vous arrêter dans votre détermination à pouvoir jouer votre part. Donc, justement, en termes stratégiques, ce que vous avez à faire, c'est simplement de vous engager malgré tout à respecter les mesures. Tout simplement. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans votre environnement. Vous ne pouvez pas changer ce qui se passe dans le monde, mais vous pouvez toujours choisir votre réaction vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Et c'est ça qui est déterminant. Concrètement, exemple concret. Je sors de chez moi, j'ai tous les masques. J'ai au moins 175 masques partout. J'ai même une bouée de sauvetage, tout ce qu'on peut imaginer. J'arrive dans un endroit où il n'y a aucune règle, rien n'est respecté. Ou bien j'allume la télé, je regarde, je vois qu'il y a des gens qui devaient être contrôlés, qui n'ont pas été contrôlés, qui sont passés parce qu'ils ont des relations et des contacts. Ça, en quoi je fais mon plan stratégique? Mais justement, encore une fois, ça, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est de mettre votre masque, vous laver les mains. Mais ça peut m'affecter. Non, ça ne peut pas vous affecter si vous vous protégez. Si. Comment? Si vous êtes protégé. Oui, mais vous êtes protégé. Mais il y a des gens qui peuvent venir vous agresser d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui peuvent venir vous parler, vous approcher, essayer de... Bon, ça peut arriver accidentellement. Justement, on parle de distanciation sociale. C'est justement à vous de prendre vos distances. Mais vous êtes dans un endroit où les gens ne respectent pas ça. Mais si les gens ne respectent pas, vous respectez la distance. C'est aussi simple que ça. Donc si les gens ne respectent pas parce qu'ils n'ont pas compris, ils ne veulent pas jouer leur part, vous jouez votre part. Prenez de la distance. Surtout quand vous arrivez dans un environnement, vous voyez des gens qui sont attroupés, et vous savez que là, il n'y a pas de respect des mesures. En ce moment-là, prenez plus de distance. Parce que vous savez que là, si vous allez, ils vont vous approcher parce qu'ils n'ont aucune notion de la distanciation. C'est à vous de prendre les distances en ce moment. Dans le monde de Saïd Aïgba, tout est facile. Il faut que je vous envoie dans des quartiers. Il faut qu'on vous envoie dans des quartiers concrètement. Là, je vais voir votre réaction. Je vais filmer, je vais montrer ça au Alors, donc, le plan stratégique s'assoit concrètement sur quoi? Alors, justement, ça commence par là. Parce que, vous savez, le défi se joue à plusieurs niveaux. Il est d'abord sanitaire, qui est vraiment le défi de base principal. Après, il est social, il est financier, il est professionnel, il y a beaucoup de répercussions. Donc, au niveau sanitaire, ce qu'il faut faire, justement, aujourd'hui, on a affaire à un ennemi invisible qu'on ne voit pas, qui se transmet même de façon asymptomatique. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir la maladie et transmettre sans forcément faire les symptômes. Donc, du coup, on ne maîtrise rien en ce qui concerne ce virus. Donc, l'une des choses qu'on peut faire, le minimum qu'on peut faire, pour ne pas que ce virus se propage, pour ne pas qu'on soit contaminé ou pour ne pas qu'on transmette ce virus sans le savoir, c'est simplement de respecter les mesures d'hygiène et les mesures barrières. C'est aussi simple que ça. C'est le minimum qu'on nous demande. Donc, en termes de riposte stratégique, c'est de prendre cet engagement.
que chacun puisse prendre l'engagement de ne pas être le canal par lequel ce virus va passer. Respecter la règle. Respecter ce qui est dit, justement, les règles. Et ça fait partie du plan de riposte. Ça commence par là, parce que peu importe ce que vous allez prendre, tout à l'heure on va parler d'autres aspects peut-être, je ne sais pas, mais peu importe ce que vous allez faire, si vous ne respectez pas ça, vous vous mettez en danger. Parce que si vous êtes affecté au niveau de votre santé, que pouvez-vous faire? Rien. Donc c'est d'abord ça. Protégez-vous, évitez que le virus vous attaque et que, à travers vous aussi, le virus ne soit pas un moyen pour toucher d'autres personnes. Donc cet engagement-là, il faut que chacun le prenne. C'est de la responsabilité et si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'avez rien compris en fait. Alors ça, c'est de façon globale ce que tout le monde doit faire. Dans son cocon familial, personnellement à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, comme je dis, le défi il a plusieurs niveaux. Au niveau sanitaire, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède en tant que tel, donc il y a beaucoup de spéculations. Mais on sait que le seul moyen pour nous de nous préserver de cette maladie, c'est de respecter les mesures. Une fois que ça c'est fait, après, on va peut-être toucher à d'autres défis. Aujourd'hui, il y a le défi avec l'éducation des enfants qui sont en permanence à la maison. Il y a le défi dans les relations, dans les couples, parce que les gens n'ont pas appris à vivre ensemble aussi longtemps. Donc les gens qui sont confinés, qui vont se retrouver tous les jours à se voir du matin au soir, c'est un autre défi qu'il faut gérer. Il y a le défi financier. Certains ont perdu leur emploi, certains ont perdu des opportunités parce que tout est bloqué. Certains vont se retrouver à... Il y a beaucoup de choses, beaucoup de répercussions. Maintenant, à chaque défi qui va se présenter dans la crise, on doit avoir un plan de riposte. Donc, au niveau de la santé, voici ce qu'on peut faire, simplement. Au niveau de la famille, si on se retrouve à faire face à une réalité nouvelle par rapport aux enfants qu'on n'a pas prévu gérer aussi longtemps, parce que d'habitude, les enfants, ils allaient à l'école, nous, on partait au travail, c'était plus simple. Alors, coach, il y a une question qui revient vraiment régulièrement par rapport aux téléspectateurs qu'on a interrogés par rapport à votre thème. C'est vrai ce que vous dites, on peut respecter toutes ces mesures-là. Je peux être à la maison, faire tout ce que vous voulez. Je peux respecter toutes les règles barrières. Je peux respecter tout. Regardez par exemple au Brésil. On a un président de la République au Brésil qui est dans le déni. Il ne croit même pas au Covid. Non, mais il ne croit pas au Covid. Il dit que c'est un simple rhume. Mais vous vous rendez compte? Bien qu'il y ait beaucoup de morts Bien qu'il y ait beaucoup de morts. Et il participe même à des réunions, ou à des meetings. Par le passé, sans masque. Ouais. Sans masque. Et par le passé, il y a eu des présidents qui étaient dans le déni par rapport au sida, vous disaient non, qu'il fallait prendre une bonne douche. Mais vous voyez, quand on respecte tout en tant que peuple, et qu'à la tête, on a des gens comme ça, est-ce que ça ne, permettez l'expression, ça ne faut pas enlever notre plan de riposte personnel? Alors, comment je peux vous répondre à ça? J'ai tout respecté. Mais on soumet le... Bon. Vous me permettez de vous choquer un peu? Ouais. La langue de bois me choque. Alors, il faut savoir que la vie est faite ainsi. On ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde que tout le monde. On ne va pas forcément voir les choses de la même manière que les autres. Quelqu'un l'a dit, la logique n'existe pas. Si la logique existait, on serait tous d'accord. Mais la raison pour laquelle on n'est pas tous d'accord sur tout, c'est simplement parce que la logique n'existe pas. Donc certains ont choisi de voir les choses comme ça. C'est leur point de vue. En ce moment-là, vous me direz, il met en danger son peuple et tout. C'est un fait. Mais c'est son point de vue. Et encore une fois, nous, on n'a aucun pouvoir sur son point de vue. Tout ce qu'on peut faire à notre niveau, c'est de continuer à respecter les choses comme nous, on a choisi de les respecter. D'où ma question, quelle est la bonne riposte personnelle face à la crise lorsque, franchement, il y a... On a un dirigeant qui... On a un dirigeant ou bien on a des leaders ou bien on a des choses qui ne montrent pas ou ne donnent pas l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pareil. Après, bien sûr, on peut protester. Il y a des moyens, on va dire des moyens, il y a des moyens légaux pour protester, pour pouvoir exprimer son mécontentement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont une grosse force de communication, les gens le font et on voit l'impact aujourd'hui dans les décisions gouvernementales. Donc ça, c'est un fait. On peut protester. J'ai ma logique, c'est que je suis pour qu'on fasse tout dans l'ordre, dans le respect, dans la discipline. Donc je pense qu'on peut le faire dans le respect des règles sociales et tout. Donc on peut protester. S'il y a des choses qui nous dérangent, on peut l'exprimer. On peut passer par le canal adéquat pour dire ce qu'on pense de la situation. Alors, mais encore une fois, tout ce qu'on peut faire, c'est de nous, à notre niveau, respecter les engagements qu'on a pris. Alors qu'est-ce que celui qui riposte doit avoir dans son sac par rapport à cette situation-là? On ne sait pas quand ça va finir, on ne sait pas à quel moment on va sortir à 22h, prendre un verre sur une terrasse avec un ami, on ne sait pas à quel moment on ira dans un maquis manger parce que notre civilisation est en train d'être bouleversée. Qu'est-ce qu'on fait actuellement, là, concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? En 2 minutes, chrono, top, c'est parti. Alors, ce qu'on a fait simplement, c'est de faire ce qu'on a fait.
Il est fort. C'est un vrai politicien, ce monsieur. De faire ce qu'on a à faire. Alors, je l'ai posté récemment même sur les réseaux sociaux en disant, faites ce que vous avez à faire. La crise est là. On ne sait pas quand elle va finir. Faisons ce que nous avons à faire. Faisons ce que nous avons à faire. Ouais. Respectons les mesures barrières. Si on est croyants, prions Dieu pour que Dieu nous vienne en aide. Si on a perdu notre emploi, mettons-nous à la quête d'un nouvel emploi. Mais si on a perdu des opportunités, réinventons-nous pour trouver de nouvelles opportunités. Mais si on se retrouve avec nos enfants qui sont à la maison tout le temps, qui nous prennent la tête, c'est à nous de nous adapter pour vivre avec eux. Mais faisons simplement ce qu'on a à faire. En chaque chose, cherchons l'opportunité. Cherchons l'opportunité, faisons ce qu'on a à faire, tout simplement. Il est fort, Serge. On va le revoir la prochaine fois encore dans d'autres thèmes avec lui de façon intéressante. J'aime beaucoup le titiller comme ça parce que je sais qu'il va toujours nous donner des réponses qui vont nous plaire et qu'on va vraiment mettre sur nos calepins de très bonnes choses. On salue tous les coachs qui nous regardent au niveau de l'Afrique et Dieu sait qu'il y en a de très très talentueux. Et j'aimerais ce matin profiter de l'antenne pour présenter au nom de toute l'équipe, de tous ceux qui sont là en ce moment, nos condoléances les plus attristées à un coach qu'on aime bien qui est passé sur ce plateau, Mariamina Kanouté, donc, qui est frappée par le deuil, qui a perdu donc, sa génitrice, une grande figure de la télévision malienne. Nous saluons sa mémoire et nos pensées courent vers tous les membres de sa famille. Merci coach. Merci Martin. Un seul mot pour résumer la riposte, c'est c'est simplement garder le moral, garder espoir. C'est des phrases, ça. Un seul mot. Il y a un mieux à venir. Restons concentrés, tout simplement. Restons concentrés, mesdames et messieurs, sur Matin Bonheur et sur tous les programmes égrenés par la RTI. Merci d'être restés en notre compagnie. Allez, n'oubliez surtout pas que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Victor Hugo, bonne journée. Achoo!